Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de décoder le français parlé authentique. Celui de l'année 2025, oui. Exactement. Le but, c'est de réussir à survivre dans ce qu'on appelle très couramment la jungle parisienne. Et c'est vraiment une mission vitale pour quiconque souhaite comprendre la langue de l'intérieur. Ouais, bien au-delà des murs super sécurisants des salles de classe, en fait. Absolument. La théorie, c'est bien, mais la rue, c'est autre chose. C'est ça. Et pour cette exploration approfondie, on s'appuie sur des sources qui sont franchement fascinantes. Très riche, oui. On a d'abord un script pédagogique qui est hautement immersif, ça s'appelle Français brut. Un excellent point de départ, Ce document, il met en scène une conversation super révélatrice entre Léa, qui est une Parisienne ultra connectée, je crois. c'est ça, elle est community manager, et elle discute avec Thomas, un nouvel arrivant qui vient de Lyon et qui est en plein apprentissage des codes locaux. Il essaie de s'adapter, quoi. Voilà. Et pour compléter un peu cette mise en situation, on a aussi une fiche récapitulative ultra précise de l'argot de la période 2024 à 2025. Et l'intérêt majeur de ces documents, c'est vraiment leur capacité à capturer la langue en plein vol, si je puis dire. C'est pas juste une liste de mots. Pas du tout. C'est pas une simple compilation de vocabulaire, c'est une véritable radiographie sociologique. Ouais, on voit comment les gens vivent. Exactement. À travers les mots choisis, c'est toute la dynamique d'une société urbaine contemporaine qui se dévoile. Avec ses urgences, ses codes d'appartenance. Et même ses rejets. Bon, décortiquons tout ça. La mission de cette plongée au cœur des mots, c'est vraiment d'offrir un raccourci direct vers la fluidité réelle. Sans s'encombrer de la grammaire pure et dure. Voilà, on oublie les règles parfois un peu poussiéreuses des manuels classiques. L'idée, c'est de provoquer ces moments de révélation, tu sais, quand le brouhaha de la rue prend soudainement tout son sens. C'est le déclic. C'est ça. Et en lisant le script, ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est le gouffre monumental entre la théorie qu'on enseigne de manière académique et la réalité brute du trottoir parisien. C'est le jour et la nuit. C'est presque vertigineux en fait de voir à quel point les manuels semblent déconnectés de la pratique de tous les jours. Mais cette déconnexion, elle s'explique assez logiquement par la nature même de la linguistique institutionnelle. C'est-à-dire, Eh bien, les manuels ont pour fonction de figer la langue à un instant T. pour pouvoir l'enseigner. Exactement. Pour la rendre enseignable, il faut des règles strictes, des structures très formelles. Sauf que la vraie vie, c'est pas comme ça. Or, la langue est un organisme vivant. Elle respire, elle s'adapte, elle mute en permanence en fonction des contraintes de temps et d'espace des locuteurs. Et c'est pour ça qu'il est crucial d'étudier non seulement l'évolution du vocabulaire, mais surtout le pourquoi du comment, les mécanismes de cette évolution. Apprendre des listes de mots par cœur, c'est totalement inutile si on ne saisit pas le rythme sous-jacent. La logique interne des transformations. Tout à fait. Et ce constat, ça nous mène directement à la première grande étape de notre analyse, ce qu'on pourrait appeler le grand ménage. Il y a du tri à faire, oui. Oh oui, il y a visiblement des expressions entières qu'il faut urgemment rayer de son vocabulaire, sous peine de paraître complètement anachronique. On pense tout de suite au début du script français brut. Le premier choc rabaisse, dès les salutations en fait. Thomas, le Lyonnais qui vient d'arriver, il fait une erreur que la terre entière apprend dans ses tout premiers cours de français. La fameuse question sur « comment ça va ?» Oui, on lui demande comment il va et il lâche, de façon un peu hésitante, un magnifique « comme ci, comme ça ». L'expression typique. Et là, la réaction de Léa, la Parisienne, elle est sans appel. Elle l'arrête tout de suite en lui expliquant que c'est totalement ringard en 2025. Et le cas de « comme ci, comme ça », c'est vraiment l'illustration parfaite du phénomène de fossilisation pédagogique. Fossilisation pédagogique, c'est joliment dit. C'est une locution qui survit presque exclusivement dans les méthodes d'apprentissage pour les étrangers. Alors que les natifs ne l'utilisent plus du tout. Elle a pratiquement disparu du langage spontané depuis des décennies. La réalité contemporaine, elle exige des réponses à la fois plus directes, mais paradoxalement plus nuancées dans leur intensité. Et la documentation nous donne justement les alternatives actuelles. Aujourd'hui, on privilégie un simple « bof » pour marquer une petite contrariété. Ou un ça va moyen. Voilà. Et si la personne est épuisée, elle va pas dire poliment qu'elle ne se sent pas au top. Elle va utiliser des termes beaucoup plus physiques. Comme être crevé. Ou être claquée. Et attention, ce grand nettoyage, il s'applique pas qu'aux émotions. Les actions du quotidien aussi sont touchées. Complètement. Dire qu'on va faire les commissions, par exemple, Ah oui, ça c'est radical. c'est décrit par la source comme l'assurance de sonner comme une grand-mère d'un autre siècle. Aujourd'hui, on dit simplement faire les courses. Même chose pour les objets. Oui, le terme automobile ou même le petit mot auto, c'est balayer
Dans le langage familier d'aujourd'hui, on va parler d'une caisse ou juste de la voiture. Mais au-delà de ce simple remplacement de mots, la mécanique la plus fascinante que révèlent ces sources, c'est le phénomène de l'avalement des mots. Ah, ça c'est énorme. C'est un besoin constant d'efficacité linguistique. Ça pousse les gens à compresser littéralement la matière sonore. Et le document met en évidence un truc très spécifique, la disparition de la négation formelle. La disparition systématique, oui. C'est-à-dire que le fameux « ne » de la négation, il est purement et simplement gommé de la phrase quand on parle. Tout à fait. L'enseignement théorique, il impose la structure « je n'ai pas le temps ». Avec le « ne » bien prononcé. Oui, mais sur le terrain, le « ne » est perçu comme une syllabe totalement superflue. Ça alourdit le flux de la phrase. Le locuteur natif, il veut aller vite. Il cherche la rapidité, la fluidité maximale. Donc il va produire la contraction « j'ai pas le temps ». Et cette fusion des syllabes, elle va même encore plus loin, non? Ça implique un vrai changement physique dans la prononciation. Un changement de position de la langue et des lèvres, absolument. Les exemples du script sont hyper éloquents là-dessus. Vas-y, donne-nous les exemples de Thomas et Léa. Prenez une phrase comme « il faut que j'aille », elle est compressée pour devenir « faut que j'aille ». On enlève carrément le « il » du début, C'est ça. Et le plus impressionnant, ça reste la transformation de « je ne sais pas qui devient un bloc. Une seule entité sonore extrêmement brève. Je sais pas. Le pronom et le verbe fusionnent. ». Pareil pour « je suis fatigué », qui se transforme en un expéditif « je suis fatigué ». Voilà, le « je suis » devient « je suis ». Ce qui soulève quand même une question hyper pratique. Si la vitesse, c'est la priorité absolue, et qu'on coupe littéralement la moitié des syllabes, la mélodie de la langue, elle est complètement bouleversée. C'est une autre musique, clairement. Et pour quiconque apprend le français, lire que ce chaos représente 80% du français parlé au quotidien, parce que c'est le chiffre donné par la source, C'est énorme. c'est à la fois terrifiant, mais en même temps incroyablement libérateur. Pourquoi libérateur ? Savoir qu'il n'est pas nécessaire de prononcer chaque lettre avec la diction parfaite d'un acteur de théâtre classique, ça retire une pression colossale et une partition grammaticale ultra stricte. C'est une métaphore très juste. Parce que l'objectif premier de la communication au quotidien, c'est pas de démontrer une perfection académique. Surtout pas. C'est de transmettre une intention ou une émotion le plus efficacement possible, sans créer de friction. Et justement, cette notion de friction sociale, ça nous fait glisser naturellement vers la deuxième thématique de notre analyse. La survie au quotidien. Exactement. Comment on navigue dans les interactions de tous les jours, dans les magasins, dans la rue, sans avoir l'air d'un robot généré par Google Traduction. Il y a une scène très parlante dans le script à ce sujet. La scène de la caisse du supermarché. Souvent, on apprend à formuler ces requêtes avec la fameuse inversion du sujet. Le fameux « puis-je avoir ?» Une formulation qui, sur le papier, est grammatiquement irréprochable. Mais en réalité, En réalité, elle appartient à un registre extrêmement soutenu. C'est adapté pour un échange épistolaire très formel ou un contexte diplomatique. mais à la caisse d'une supérette, ça crée un malaise immédiat. La source explique que c'est beaucoup trop ampoulé. Ça met une distance folle. Léa conseille plutôt une approche directe et naturelle. Un simple « je voudrais » ou encore mieux une affirmation qu'on transforme en question juste avec l'intonation. Le fameux « vous avez » qui monte à la fin. Voilà. Vous avez des sacs ? En laissant la voix monter sur la dernière syllabe. Et cette préférence pour l'intonation, au détriment de l'inversion du sujet, ça illustre vraiment une quête d'horizontalité dans les relations sociales d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut être d'égal à égal. C'est ça. Utiliser un registre trop formel comme « puis-je avoir » ça dresse une barrière invisible. Ça crée de la hiérarchie. Une hiérarchie ou une distance artificielle qui n'a absolument pas sa place dans un petit commerce de quartier. Simplifier la syntaxe, c'est fluidifier le lien social. Et cette fluidité, elle passe aussi par l'art de l'accord, l'art de confirmer quelque chose. Remplacer le « d'accord Oui, parce que la source propose tout un arsenal pour remplacer cet éternel et très monotone « d'accord ». On a des alternatives hyper rythmées. » comme « ça marche Ça marche, qui montre une validation dynamique. On n'a pas de souci pour rassurer la personne en face. ». Il y a aussi le très rapide « ouais, c'est tout » pour clore l'échange avec le vendeur. Et bien sûr, le réconfortant « t'inquiète », qui est la version complètement amputée de « ne t'inquiète pas ». On retrouve l'avalement des mots et la perte de la négation. Exactement. Mais là où le texte devient particulièrement croustillant, c'est sur les techniques d'esquive pour refuser une proposition. Ah, le refus en France, c'est tout un art. C'est clair. Dire frontalement « je suis désolé, je ne pourrai pas », ça semble presque proscrit.
Parce que le refus direct, c'est culturellement perçu comme une agression, ou du moins comme un manque de tact flagrant. Il faut arrondir les angles. Il faut préserver la face de son interlocuteur, ça exige une certaine souplesse. C'est pour ça que le français authentique s'appuie énormément sur le flou artistique. Le document recense des parades géniales comme « Ah mince, j'ai un truc ». Le fameux truc. Ou bien Je peux pas, j'ai un empêchement ». C'est vague, c'est informel et surtout ça ne demande aucune justification supplémentaire. Le flou devient une forme de politesse. C'est fascinant. De la même façon, la nuance, elle est fondamentale quand on aborde quelqu'un dans la rue pour demander son chemin. La frontière entre la familiarité et le respect, elle se joue sur des détails minuscules. Le vouvoiement et le tutoiement, principalement. Voilà. S'adresser à une connaissance, ça permet le très relâché. Salut, tu sais pas où c'est. Mais avec un inconnu, le vouvoiement reste le bouclier de courtoisie indispensable. Même si la grammaire reste relâchée. Oui, on dira pardon, vous savez où je peux trouver telle rue ?» On garde le vous, mais sans inversion du sujet. Et au milieu de toutes ces stratégies sociales, la source met en lumière l'émergence d'un phénomène linguistique assez écrasant, Le tic de langage suprême. le tic le plus répandu en France actuellement. Ouais. L'utilisation frénétique de la locution « du coup Mais c'est une observation tellement implacable. Il semble physiquement impossible de tenir une conversation de plus de 3 minutes sans que ce du coup ne fasse son apparition. ». C'est partout. Et ça mène à une question légitime. À force de l'utiliser à tort et à travers pour amorcer n'importe quelle phrase, est-ce qu'on n'assistait pas à un appauvrissement dramatique du vocabulaire ? C'est souvent perçu comme ça, comme une dégradation de la langue. Mais d'un point de vue sociolinguistique, la perspective est bien différente. Expliquez-nous ça. Historiquement, du coup, marquait une stricte relation de cause à effet. C'était le synonyme de « par conséquent ». Donc, il s'est passé ça, du coup, il se passe ceci. Exactement. Mais aujourd'hui, la locution a été sémantiquement vidée de cette fonction logique. Elle est devenue ce qu'on appelle une béquille linguistique. Un mot pour s'appuyer quand on parle. C'est ça remplit le rôle d'un lubrifiant conversationnel. Ça ne marque plus la causalité, ça permet de combler un silence, d'atténuer la brutalité d'une question. Ou de relancer la machine quand on a un blanc. Des tournures comme « du coup, tu viens » ou « du coup, on fait quoi ?» elles n'ont aucune valeur logique. La langue a juste recyclé un outil grammatical pour en faire un outil purement rythmique. Et c'est un recyclage super ingénieux au final. Un connecteur logique qui se retransforme en coussin de confort pour la conversation. C'est l'adaptation parfaite. Mais la transition est toute trouvée parce que si on quitte le confort relatif d'un café ou d'une conversation tranquille, pour s'enfoncer dans les entrailles de la ville, la langue subit une nouvelle mutation. On passe à la troisième partie de la source, la pression de l'environnement urbain. Et plus spécifiquement, le test de survie par excellence, le métro parisien. Ah, les transports en commun souterrains. C'est un écosystème en vase clos. C'est le moins qu'on puisse dire. La densité de population y est telle que les règles habituelles de territorialité corporelle explosent complètement. La communication doit s'adapter à cette urgence spatiale. Et la description qui en est faite dans le script, elle est particulièrement crue. Quand la rame est bandée et que la pression monte, les politesses à rallonge disparaissent d'un coup. On n'a plus le temps pour les formules de politesse. Face à une foule qui bloque le passage, on ne fait pas une demande courtoise, on lance une observation factuelle à la cantonade, du genre ça pousse ». Ou un appel brutal à la compression. On se serre. On se sert, oui. Et en cas de contact physique non désiré, genre quelqu'un qui t'écrase le pied, le document note 2 écoles de réaction. 2 ambiances très différentes. La première, c'est l'ironie cinglante, avec un « oh ça va ?» dont l'intonation trie très clairement qu'en réalité ça ne va pas du tout. Très passif-agressif. Et la seconde, elle est frontale et sans aucun filtre. « Tu me fais mal là !» Dans ces espaces confinés, la fonction douce du langage, celle qui maintient le lien social, elle est supplantée par une fonction d'urgence. On délimite son territoire. Les mots deviennent des boucliers ou des avertissements clairs. Et ce contexte urbain bouillonnant, il génère aussi un vocabulaire de rue très spécifique, détaillé dans notre fiche de 2025. On entre dans l'argot pur. Le premier terme mis en avant, c'est « théma ». Le document explique que c'est une évolution du verlan, L'inversion du verbe mater. qui signifie « regarder Ouais. ». Mais aujourd'hui, on dit plus seulement « théma la voiture », on l'utilise comme une injonction pour attirer l'attention sur soi. Une sorte de « regarde-moi » condensé. Exactement. Ensuite, pour exprimer un état de sidération totale, on se déclare choc-barre. Choc-barre, oui, très visuel.
Et un autre terme hyper marquant souligné par la source, c'est miskin. Le parcours de ce mot miskin est fascinant. C'est un cas d'école d'assimilation culturelle. Il vient de l'arabe, c'est ça? Oui, il puise ses racines dans la langue arabe, où il désigne une personne pauvre ou digne de compassion. Et la source montre que ce mot s'est totalement fondu dans le français quotidien pour exprimer de la pitié ou de l'empathie face à la malchance de quelqu'un. Et à l'opposé de ça, Quand une situation est parfaitement gérée, carrée, sans faille, c'est d'ailleurs l'expression, c'est carré, la métaphore géométrique prend le relais. tout est en ordre. Et s'il n'y a aucune notion d'urgence, la formule consacrée reste « il n'y a pas le feu ». Mais au milieu de tout ce lexique, très coloré, la source prend quand même le temps de souligner un acronyme, un vrai signal d'alarme sociale. Le fameux BDG. Oui, le document indique de manière très neutre que ça signifie « bandeur de Ganji ». C'est très cru. Pour le dire simplement, c'est la mise à jour 2025 du vieux concept de coureur de jupons ou de prédateur social. C'est vraiment l'étiquette rouge utilisée pour identifier et fuir certains profils toxiques. L'utilisation d'acronymes pour ça, c'est une mécanique courante. Ça permet aux initiés d'identifier un danger tout en gardant un code cryptique pour les gens extérieurs. Et cette dynamique de groupe, cette codification, ça prend une ampleur inédite dans la dernière section de nos sources. Ah, la partie sur le lexique des émotions et l'influence d'Internet. L'hégémonie du français d'Internet, comme ils l'appellent. Et là, la polarisation du vocabulaire est frappante. Tout est extrême. Il n'y a plus de juste milieu. C'est ça. Du côté positif, pour qualifier une expérience exceptionnelle, les superlatifs pleuvent. On entend « c'est un banger »,« c'est déclassé »,« c'est d'art » ou encore « c'est une dinguerie ». Que des termes d'intensité maximale. Mais lors de la première lecture, il y a une expression qui m'a laissé totalement perplexe. Laquelle? J'ai dead ça, tu as dead ça. Au premier abord, injecter le mot anglais pour la mort, dead, au milieu d'une phrase française, ça laisse supposer un échec catastrophique. C'est une réaction très classique. Il faut vraiment s'y reprendre à 2 fois pour comprendre que le sens est diamétralement opposé. C'est le compliment suprême. Ça veut dire qu'on a excellé, qu'on a tout déchiré. C'est le mécanisme de l'inversion sémantique. L'argot cherche toujours à transgresser les codes établis. Utiliser un concept de destruction pour décrire une victoire, c'est une constante. Ah oui, enfin. Oui, rappelez-vous les décennies précédentes, qualifier une prestation de mortelle ou de terrible, ça répondait exactement à la même logique de subversion. C'est vrai, c'est la même chose. Et du côté obscur, les termes négatifs sont tout aussi imagés. Le sentiment de frustration, ça se résume à l'expression « avoir le seum ». Un classique maintenant. Et si une situation est jugée moyennement intéressante, on utilise l'anglicisme « med ». La source relève même une blague absurde, propre à 2025, pour qualifier la médiocrité. L'expression « un bon 67 ». Oui, l'origine de ce nombre précis reste un mystère indéchiffrable de la culture absurde en ligne. Mais l'enseignement majeur de ces documents, c'est que la culture web ne se contente plus de fournir des blagues. C'est bien plus profond que ça. L'hybridation avec l'anglais atteint un stade où des concepts virtuels restructurent la réalité physique. La porosité entre l'écran et la rue est devenue totale. Internet, c'est plus une sous-culture, c'est la matrice principale de la création de mots. C'est flagrant. La source nous donne l'exemple du mot « ratio ». Analysons la mécanique de ce mot. À l'origine, sur les réseaux, un ration, c'est quand une réponse génère beaucoup plus de j'aime que la publication initiale. C'est l'humiliation publique par les mathématiques. La preuve tangible que la communauté rejette l'idée de départ. Et la source montre comment ce concept numérique s'est matérialisé. Aujourd'hui, lors d'une simple dispute verbale dans une cour de lycée ou à la machine à café, lancer ta ratio, ça veut dire que la personne a perdu son argumentaire de manière si spectaculaire que l'Assemblée a déjà choisi le vainqueur. On transpose les statistiques virtuelles dans la vie réelle. C'est fou. Et la documentation donne d'autres exemples. Le mot cringe pour le malaise profond, c'est devenu la norme. Mais le plus fort, c'est le terme slay. Pour signifier qu'une personne excelle, Oui, il a subi le traitement ultime de la simulation. Il est désormais conjugué. conjugué comme un verbe français du premier groupe. Exactement. Les documents notent sérieusement l'usage de « je slay »,« tu slay »,« il slay ». On prend une racine étrangère et on la soumet aux règles implacables de notre grammaire. La conjugaison d'un anglicisme, c'est vraiment l'étape ultime de sa naturalisation. Le mot n'est plus un corps étranger, c'est un rouage de la langue d'accueil. Et dans cette numérisation des comportements, l'humain lui-même devient une donnée chiffrée. Avec le concept d'aura, notamment. Oui, on quantifie le charisme d'une personne avec une aura, comme un score de jeu vidéo. Agir de manière cringe peut faire tomber quelqu'un à une aura -1000. C'est une gamification littérale de la vie sociale.
Un phénomène qui charrie aussi son lot de pathologies modernes. Totalement. Le document répertorie le brain rot, ces termes cliniques pour décrire le cerveau consumé par la surconsommation de MEMS. Et le doom scroll. Cette spirale infernale où on fait défiler des mauvaises nouvelles sans pouvoir s'arrêter. Mais face à cette toxicité numérique, la source propose l'antidote ultime de l'époque, l'injonction « touch l'herbe ». Toucher l'herbe, c'est une métaphore vraiment salvatrice. Derrière l'ironie, c'est un vrai message. C'est l'aveu explicite, formulé par la communauté en ligne elle-même, que le monde virtuel devient suffocant. C'est une ordonnance pour se déconnecter, le retour impératif à la nature pour retrouver un équilibre mental. Exactement. Alors, au terme de l'analyse de cette riche documentation, l'heure est à la synthèse. La conclusion qui s'impose, c'est qu'il faut cesser de lutter contre le chaos de la langue parlée. C'est peine perdue. Le personnage de Léa dans le script le rappelle très justement. L'habit ne fait pas le moine. Inutile d'appliquer la grille de lecture d'une dictée académique pour juger une expression de rue. Il faut accepter le mouvement. Pour s'intégrer, il faut embrasser cette flexibilité. Accepter les raccourcis phonétiques, les tics verbaux qui servent de lien social et comprendre que le vrai français, il bouillonne dans l'urgence du métro et sur les écrans. Ce constat soulève d'ailleurs une perspective qui mérite réflexion. Je vous écoute. Face à un phénomène d'assimilation comme la conjugaison du verbe slay, on peut se poser la question de la légitimité académique. À quel moment précis un argot né sur des plateformes éphémères franchit-il la porte des grandes institutions ? C'est une excellente question. Il n'est pas interdit d'imaginer qu'à l'horizon des années 2050, les dictionnaires de référence intègrent de manière très solennelle des tableaux de conjugaison complets pour des verbes inventés hier soir sur les réseaux sociaux. La frontière entre la subversion d'Internet et la norme académique n'a sans doute jamais été aussi fine. C'est certain. C'est une perspective hyper stimulante qui redéfinit totalement l'idée de patrimoine linguistique. L'espoir, c'est que cette dissection minutieuse des mots et des mots de l'époque éclaire d'un jour nouveau la réalité des échanges verbaux. Et servent de boussole. Exactement. Une boussole face à la complexité de cette jungle urbaine et lexicale. Merci d'avoir suivi cette vaste exploration au cœur des mutations du langage et à très bientôt pour une prochaine analyse en profondeur. Bonne continuation dans l'observation de ces dynamiques passionnantes et à bientôt.